Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes heureux de recevoir en nos studios bruxellois M. Félix Tshisekedi Tshilombo, secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS. Bonsoir M. Félix. Bonsoir Madame. M. Félix, dites-nous, comment se porte l'UDPS et bien entendu son président national? Merci d'abord de m'avoir invité et je salue vos téléspectateurs. Monsieur Etienne Tshisekedi va très bien déjà pour commencer. Je crois qu'il y a eu des images assez récentes le montrant en réunion avec des compatriotes. Donc je crois que de ce côté-là, il n'y a plus de commentaires à faire. Ça va et il n'y a plus d'inquiétude à avoir non plus. Il va bien. Et merci de s'enquérir de sa situation. Ensuite, le parti, écoutez, c'est une grande organisation, l'UDPS, c'est une grande machine. Qui a connu des hauts et des bas. C'est tout à fait normal, c'est inhérent à toute organisation humaine. Pour le moment, c'est vrai que nous traversons une période assez, je veux dire, de turbulence, on va dire. Mais ce sont des turbulences qui présagent d'un avenir meilleur et qui annoncent en tout cas de bonnes choses à venir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous sommes dans la barque depuis longtemps, depuis sa création. Nous savons que ce genre de tempête arrive, mais ne nous fait jamais chavirer. Merci, nous sommes heureux de l'apprendre. Monsieur le secrétaire national, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. La dernière action à laquelle a participé l'UDPS est la journée ville morte. Quel bilan faites-vous et quelles sont probablement les futures actions qui risquent d'aller à la suite de ce travail? C'est surtout le constat que j'en fais. Je constate en fait que il y a eu une adhésion considérable et c'est vraiment la manifestation du rejet que ce peuple a vis-à-vis du régime Kabila. D'autant plus que quelques semaines après, lorsque le régime a voulu organiser une manifestation visant à montrer le soutien ou l'adhésion populaire, son adhésion populaire, cela a été un fiasco. Donc je crois que cette ville morte est un signal fort envoyé à ce régime par notre peuple. Mais évidemment, il faut d'autres sorties, il faut d'autres démonstrations, pacifiques en tout cas, visant à montrer le ras-le-bol que nous en avons de ce régime, mais aussi et surtout visant à avertir celui-ci de bien tenir compte de la Constitution et des délais constitutionnels. Voilà, parlons dialogue maintenant. Edem Kodjo, qui est parti, que vous avez semblé récuser, est actuellement à Kinshasa. Et Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, qui tarde à désigner ce facilitateur. Que vous espérez? Est-ce qu'il y a une date butoir par rapport à ça? Bon, tout d'abord, nous n'avons pas récusé M. Edem Kodjo, ni verbalement, ni en apparence, en tout cas pas du tout. Nous avons expliqué à M. Kodjo quelles étaient les priorités pour nous par rapport au dialogue. Et donc, depuis lors, il est parti. Je crois qu'il a consulté beaucoup de personnes. Nous savons par exemple qu'il est allé en Angola pour essayer de demander l'intervention du président Dos Santos dans le dossier dialogue congolais. Donc, on ne sait pas trop. Bon, il est revenu. Maintenant, je crois qu'il va chercher à reprendre langue avec toutes les parties à ces discussions. Donc, on verra bien, on attend. Quant à M. Ban Ki-moon, idem, il a fait un tour d'horizon à Kinshasa. Il a un peu vu tout le monde, y compris les membres de l'UDPS, et qui lui ont dit ce qu'était notre position. Nous avons cru comprendre qu'il allait vraiment se pencher sur ce problème à son retour à New York. On parle du 23 mars prochain, date à laquelle doit se tenir une importante
réunion au Conseil de sécurité. Et donc, nous sommes dans l'attente. Et c'est à partir de cela qu'on aura un peu plus de lisibilité par rapport à la situation. Donc, vous êtes dans l'expectative pour voir d'ici le Oui, mais en même temps, on est en train de fourbir nos armes. Hein. On ne dort pas. Il faut toujours, en politique, il faut toujours penser à ce qui peut arriver, en tout cas anticiper sur ce qui peut arriver. Et nous sommes dans cette situation-là. À propos d'anticipation, le week-end dernier, il y a eu des élections des gouverneurs contre toute attente. Quelle interprétation, quelle lecture faites-vous? Aucune, évidemment, si ce n'est que ce sont des élections totalement illégales. Il ne faut même pas être juriste, spécialiste en droit pour comprendre que ce qui se fait, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas prendre des gouverneurs qui eux-mêmes n'ont plus de légitimité et leur donner le pouvoir de doter des gouverneurs, certains gouverneurs, de légitimité. Donc moi, je crois que c'est du grand n'importe quoi. Et nous avons eu l'occasion d'ailleurs de le dire aux représentants de ce régime. Ils sont vraiment en train de jouer avec le feu. Et c'est très dangereux parce que d'une part, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les grandes élections, les élections que la Constitution prévoit. Mais par contre, il y en a pour organiser des élections totalement illégales. Donc, des députés provinciaux qui n'ont plus de légitimité, qui doivent élire des gouverneurs. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est du n'importe quoi. Et donc, évidemment, l'UDPS non seulement rejette, mais vous voyez, aucun membre de l'UDPS n'a participé à cette mascarade. Mais certains autres partis, parce qu'il me semble qu'il y a une petite querelle entre le MLC et d'autres partenaires. Quelle lecture faites-vous? Est-ce qu'il était prévu que certains du G7 ou de la dynamique se retrouvent dans cette... écoutez, ça c'est leur cuisine interne. Je crois comprendre que le MLC fait partie de la dynamique aussi. Exact. Donc c'est à eux de régler leurs problèmes en interne. Mais ce que je constate, c'est que c'est une dérive dangereuse, une attitude vraiment condamnable de la part du MLC, parce qu'on ne peut pas en même temps faire un procès d'intention à Kabila par rapport au respect de la Constitution et de l'autre côté s'acoquiner avec les mêmes méthodes de Kabila qui sont non respectueuses de la Constitution. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, je veux dire. Donc le MLC, je crois que c'est un parti mature qui a le temps, qui aura, j'espère, le temps de se poser la question en interne et de voir où il va. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait un enfant dans le dos. Qu'ils font un enfant dans le dos à leurs amis de la dynamique. Hein. Vous vous souvenez qu'avec M. Edem Kodjo, ils avaient pris une décision ensemble de ne pas aller le voir et le MLC est repassé derrière pour y aller. C'est leur cuisine interne, on va dire. Donc vous ne vous concertez pas par rapport à ça, c'est chacun... Non, mais c'est un parti politique indépendant et puis qui n'est pas du tout en partenariat avec l'UDPS, si ce n'est que nous sommes tous de l'opposition, mais nous ne traitons pas des mêmes matières. Par rapport à la campagne présidentielle, ne croyez-vous pas qu'il risque de surprendre certains en organisant les élections? Je crois quand même que pour organiser des élections aussi retentissantes que les présidentielles, il y aura des prémices, il y aura des préalables forcément, notamment la mise à jour du fichier. Ça c'est indéniable, on ne peut pas aller à de futures élections sans qu'il y ait une mise à jour. Il y a de nouveaux électeurs qui sont arrivés en âge de voter, qui doivent être absolument enrôlés, sinon ce ne sera pas conforme à la Constitution. Donc forcément, on aura des signaux, donc on ne peut pas nous surprendre. Je me demande comment ils vont faire. Et en tant que parti politique, nous devons nous tenir toujours prêts à avoir des échéances électorales, parce que même dans une démocratie qui tourne bien, il peut y avoir une crise au Parlement qui fait que la majorité est obligée, ou le gouvernement tombe et donc il n'y a plus de majorité, il faut faire des élections anticipées. Donc ça, en tant que parti politique, c'est vrai, il faut se tenir prêt. Mais ici, je ne crois pas que la stratégie, si elle existe, fonctionnera, parce qu'ils sont obligés, via la CENI déjà, de faire le travail. Et cette CENI, parlons-en, dans notre feuille de route, nous l'avons remise en cause. À l'époque, elle était dirigée par l'abbé Malou Malou, mais ça ne change rien. L'actuel est tout aussi peu crédible que l'abbé Malou Malou. Et donc, il y a tout ce travail à faire avant d'aller à des élections crédibles. C'est pour ça que je dis que nous n'avons pas de crainte de ce côté-là, parce que
on va devoir régler toutes ces choses avant d'aller à des élections sérieuses. Revenons à ces élections. La CENI dit qu'il faudrait 16 mois pour recenser, enrôler et aller aux élections. Et plus près de nous, un groupe d'experts congolais de la PRODEC ont sorti un document tout récemment disant qu'il y avait la possibilité d'organiser des élections selon les délais constitutionnels. Croyez-vous que cela est possible? Si c'est possible, par quoi devrions-nous commencer? Oui, je crois que c'est possible parce qu'il n'y a pas que la PRODEC qui a fait montre de son expertise, mais il y en a eu d'autres aussi qui ont corroboré les analyses de la PRODEC. Et évidemment, je crois que c'est possible si on s'y met à partir de maintenant et si on ne se consacre qu'aux 2 élections principales, donc les présidentielles et les législatives nationales. Je crois que oui, à ce moment, ce sera possible. Mais il faut comprendre ici que le pouvoir de M. Kabila, étant dans l'impossibilité de pouvoir toucher à la Constitution, veut multiplier les embûches sur le parcours électoral afin, évidemment, d'arriver à novembre et de présenter une situation de fait, en disant que ce n'est pas de leur faute, il fallait commencer par les locales, municipales et urbaines, alors qu'on sait que c'est une montagne de problèmes avant de les réaliser. Il faut résoudre une montagne de problèmes. Et donc, ils tiennent absolument à cela afin de retarder tout le processus et donc de décaler la date des élections. Mais si nous commençons par les présidentielles et les législatives, ou si nous les privilégions seulement, eh bien, nous pouvons encore les avoir avant la fin de l'année. Voilà pourquoi les pressions, à la fois sur le terrain, mais aussi en diplomatie, en international, seront nécessaires dans l'avenir pour faire avancer la machine. À propos de pression, excusez-moi madame, l'on a parlé de sanctions éventuelles qui pourraient être infligées au gouvernement et à certains membres. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois, parce que c'est un gouvernement, on vient de vous parler des élections totalement anticonstitutionnelles qu'on est en train d'organiser avec les gouverneurs. Exact. Donc, vous comprenez que c'est un gouvernement de sabotage. Donc, on veut torpiller le processus politique au Congo, démocratique et même électoral en même temps, mais en faisant semblant d'être contraint par les événements, que ce ne sais pas, alors que ça se voit, c'est tellement visible comme un nez au milieu du visage, que c'est le pouvoir qui met toutes ces entraves et qui sabote en fait ce processus. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, je crois que la communauté internationale, vers qui nous avons toujours tiré cette sonnette d'alarme, vient enfin de comprendre que nous avions raison. Ce n'était pas une question de fait inattendu, c'est vraiment un problème de mauvaise volonté. Oui, de mauvaise volonté, et il faut qu'il y ait des sanctions, et sans plus tarder d'ailleurs. Nous plaidons pour des sanctions. Est-ce que vous avez une liste de candidats sanctionnables? Non, ça c'est pas mon problème. Je passe pas ma vie à chercher qui fait quoi dans ce régime. Ils sont tous coupables de toute façon. Madame. Voilà, Dos Santos vient de déclarer tout haut qu'il ne sera pas candidat en 2018. Et cela juste après le départ de Yahi Boni. Vous pensez que c'est un très bon exemple? Oui, absolument. Pour les voisins Absolument, surtout pour le président Dos Santos, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui est quand même là depuis plus de 30 ans. Donc c'est un bon signal envoyé à l'Afrique en général et surtout à la jeunesse. Je crois que nous devons rentrer dans une nouvelle ère, une ère en Afrique, j'entends, de démocratie réelle, d'alternance, des gens non indispensables qui doivent faire un morceau d'histoire de leur pays et savoir partir dignement dans l'honneur et la reconnaissance de leurs concitoyens. Donc je crois qu'effectivement, c'est un bon signal qui devrait inspirer Joseph Kabila, par exemple. Moi, je ne me gêne pas de le dire. Et à chaque fois, d'ailleurs, que j'ai eu à rencontrer des émissaires de M. Kabila et qu'on a eu à parler de ça, j'ai toujours insisté sur ça. J'ai dit, mais donnez-lui des conseils, parce que la République ne demande qu'à continuer. Mais
il n'y a pas de personne indispensable, il ne le sera pas, il est jeune, il y a une vie après la présidence, donc il peut partir avec les honneurs de la République, la reconnaissance, et avoir une vie tout à fait acceptable après cela. Mais bon, il paraît que le pouvoir corrompt, il paraît que le pouvoir dévergonde, enfin je ne sais pas. Je ne suis pas encore arrivé, donc il ne faut pas juger. Moi j'ai une question juste comme ça. Voilà, si M. Kabila disait ok, il va partir, les élections vont se faire, est-ce que parmi on a plusieurs partis, est-ce que quelqu'un pense à un candidat, chacun a un candidat de son côté ou bien... Ça c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, le problème aujourd'hui, même si on n'a pas l'air vraiment de s'en rendre compte, le problème en fait c'est le sort ou l'avenir, la décision de M. Kabila. Vous voyez que même la communauté internationale maintenant commence à revenir souvent là-dessus. Et j'en sais quelque chose parce que bon, dans mes contacts, on parle souvent de ça. Et donc, je crois qu'il devrait être habité par la sagesse et donc parler de ce problème de la manière la plus normale qui soit en disant qu'il va partir. Parce que ce n'est pas qu'on le chasse, c'est la Constitution dont il est garant qui le dit. Donc il n'y a rien à faire, on ne peut rien inventer, c'est comme ça. Et surtout que ce sont des articles inamovibles, qui sont vraiment... qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas changer, donc il faut les respecter. Donc je crois que si lui s'en va, ou il annonce qu'il s'en va, vu le bilan qui est celui de sa famille politique, son gouvernement, je ne vois personne du dauphin qu'il désignera ou de la dauphine qui pourrait nécessiter que l'opposition fasse un arrangement pour avoir un candidat. Donc à ce moment-là, ce sont ceux qui sont dans l'opposition d'ailleurs qui seront des concurrents les uns envers les autres. Donc pour moi, je n'ai pas souvent mis l'accent là-dessus parce que ça tient, comme je le disais à M. Kabila, et donc s'il s'en va, la situation sera décantée, le jeu sera ouvert. En revanche, une alliance pour porter un projet de gouvernement, ça, c'est souhaitable. Parce que, vous savez, dans la Constitution, enfin, le système électoral tel qu'il est fait, c'est impossible aujourd'hui à un parti politique seul d'avoir la majorité au Parlement. Quasi impossible. Donc vraiment, il faut vraiment beaucoup de miracles, enfin, je ne sais pas, mais c'est quasi impossible. Donc, il faut penser à des coalitions parlementaires qui vont donc permettre d'avoir une majorité gouvernementale, enfin parlementaire, qui permettra de gouverner le pays. Donc ça, peut-être oui. Mais pour aller à la présidence, d'autant plus que maintenant, c'est à un tour, encore une de manigance de ce régime. Bon, moi je crois que si le cas Kabila est réglé, il n'y aura pas intérêt à avoir un candidat unique. Il va se battre contre qui. Il faudra laisser le jeu ouvert. À propos de jeu ouvert, prenons un scénario catastrophe. Rien n'est fait, pas de dialogue, pas d'élection. Nous arrivons à la fin du mandat. Ça, c'est un cauchemar. Ça. C'est le cauchemar, comme je le dis. Oui, mais ça, c'est le cauchemar. Et le seul responsable sera Joseph Kabila, évidemment, son équipe, eux qui ont échoué à organiser les élections. Donc, toutes les conséquences de ce qui arrivera leur incombera, et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a tout le temps ici de pouvoir bien faire. Exact. Mais si on ne parvient pas à bien faire, compte tenu de la mauvaise volonté des uns, qui est affichée, qui est assez claire, et qu'on en arrive à une situation qui, de fait, qui nous amènerait vers une certaine transition. Est-ce que... Oui, on a entendu dire ça, ça et là, mais alors ce sera une transition sans Kabila. Exact. Absolument, parce qu'on ne peut pas reprendre les mêmes et recommencer parce qu'on aura les mêmes effets. Donc nous ne parlons pas encore de ça parce que c'est une situation non prévue par la Constitution, donc qui va demander beaucoup d'acrobatie politique, diplomatique et tout ça. Et d'autant plus que maintenant, il y a encore moyen de sauver les meubles. Donc autant nous impliquer maintenant pour trouver la solution plutôt que déjà d'envisager une transition
douteuse, au contour douteux et difficile à obtenir. Parce que, je vous le dis, nous, ce sera une transition sans Kabila. Est-ce qu'il l'acceptera? Bon, ce sera encore des bagarres et on peut éviter ça en s'investissant maintenant sérieusement. Donc il nous reste 9 mois pour accoucher du bébé, parce que de maintenant à décembre. Exactement, mais c'est d'ailleurs ce qu'il faut aussi pour accoucher d'un bébé dans la réalité. Donc je crois que c'est possible encore. Revenons plus sérieusement, congrès du DPS. Oui. Il est annoncé. Oui, Est-il toujours d'actualité? Il se prépare. La commission, il travaille d'arrache-pied. Là d'ailleurs, il y a eu un de ses membres, en l'occurrence le docteur Loseke, qui est revenu de Kinshasa pour faire un rapport intermédiaire au président. Je crois que c'était pour demander une prolongation, parce que par rapport au timing qui leur était imparti, ils n'ont pas pu. C'est un travail colossal, vous savez, dans un pays qui est le nôtre. Et donc oui, ça se prépare, et je pense que ce sera pour le mois d'avril. Si mes prévisions sont bonnes, hein, je ne sais pas. C'est eux qui travaillent, donc je ne sais pas, je n'ai pas la situation exacte. Une petite confidence? Par Félix candidat? Non, sûrement pas. Sûrement pas, ça je le dis d'emblée, parce que nous avons un candidat extraordinaire qui écrase tout sur son passage. Et il n'y a pas de raison de se passer d'un tel atout quand on l'a, quand on le possède. Donc non, pas candidat. Oui, candidat, encore en Bujima, et là où j'ai fait de très très bons points en 2011, mais que malheureusement je n'ai pas pu matérialiser en allant siéger pour les raisons que vous connaissez, on ne va pas y revenir. Mais candidat aux législatives, oui, ça c'est sûr. Madame Jean-Pierre Bemba. Oui. Jean-Pierre Bemba par rapport à sa sortie Éventuelle? Oui, la sortie éventuelle je ne suis du pas 21. magistrat de la CPI, hein, donc je ne sais pas vous dire, ni encore moins Madame Soleil pour prédire l'avenir. Mais moi, dans toutes mes interventions, j'ai toujours dit ce que je pensais de son arrestation. Je trouve que c'est injuste, c'est inexpliqué. Moi, je ne me suis jamais expliqué comment lui, Congolais, qui était d'ailleurs au Congo et non pas sur le théâtre des opérations, qui avait certes prêté main forte à ceux qui se battaient, aux belligérants, lui trinque plus que ceux qui lui avaient demandé des services. C'est quand même... J'ai jamais compris ce truc. Et donc si demain on doit le libérer, moi j'applaudirai. Moi je trouve que c'est juste, il doit retrouver sa liberté, ses mouvements, ses amis, son parti et surtout sa famille. Parce que je sais que c'est douloureux. Je suis moi-même un enfant d'un lutteur, d'un homme qui a été emprisonné injustement. Et je sais ce que c'est que de vivre cela. C'est vraiment un calvaire, c'est déséquilibrant, c'est terrible. C'est terrible. C'est surtout à sa famille que je pense, qui sera heureux de le retrouver. En tout cas, je leur souhaite ça. Et si le 21, il y a sa sortie, donc le paysage politique changera ou qu'est-ce que vous pensez? Mais non, parce que le MLC, son parti, a toujours fait partie du paysage politique. Il ne manquait que son leader. Mais quoi qu'on dise, il a toujours été là. C'est ça, je trouve quand même que c'est un... Comment je veux dire... c'est un pari qu'il a réussi. C'est-à-dire de ne pas être physiquement présent, mais son ombre, son esprit a pesé sur son parti. Même s'il y a eu quelques déboires, tout ça, mais ça c'est inhérent. Hein. Les Congolais, on sait comment nous sommes. Mais tant mieux, il va revenir. Pour moi, sa place est là où se trouve son parti, et on verra. Mais il n'y a pas de changement de paysage politique, parce que c'est un personnage qui est connu. Il n'est pas nouveau, il ne tombe pas du ciel. On le connaît, on sait où il avait été, il va revenir simplement. Donc, il n'y a rien qui va changer dans le paysage politique, non. Voilà, Monsieur Félix, nous vous remercions d'avoir répondu présent. Avez-vous un message particulier que vous adressez à nos téléspectateurs? Le seul message, c'est celui d'espoir. Je voudrais simplement dire à nos compatriotes que nous, en tout cas, à l'UDPS, nous sommes engagés à faire respecter la Constitution, et nous serons heureux de voir que
tous les Congolais vont aller dans ce sens. Dans le sens de faire respecter cette constitution et d'obtenir une alternance pacifique. Les Congolais ont trop versé de sang, comme ça, je crois que ça suffit. Les élections doivent être des occasions de fête, surtout celle-ci, parce que c'est le changement d'un régime, d'un homme qui s'en va, qui ne peut plus se représenter, et l'arrivée d'un nouveau président que les Congolais vont se choisir. Ça ne doit pas être une occasion de deuil et de malheur. Donc je compte sur tous les Congolais, de quelque bord qu'ils soient, pour qu'on aille dans le même sens, et c'est le Congo, seul le Congo qui gagnera. Voilà, merci. Merci, Monsieur Félix Madame, Tshisekedi. Et je dis aussi encore bonjour à nos téléspectateurs de Code 243. Et nous avons notre gobelet. Merci pour le champagne. Hein. C'est un gobelet de champagne. Merci. Merci.